Bonjour et bienvenue à cette édition spéciale du Café du Nord-Ubangi consacrée à l'inondation de la centrale hydroélectrique de Mobaïmbongo depuis le 23 octobre, c'est-à-dire 48 heures. Et donc, depuis 48 heures, la ville de Gbadolité et ses environs sont dans le noir. Ce n'est pas la première fois qu'on puisse parler de l'inondation de cette centrale. Ce soir, nous avons comme invité principal Honorable Justin Dédé, qui intervient ce soir plus en sa qualité d'ingénieur de la Société nationale. Il a été directeur dans la Société nationale d'électricité, SNEL, qui est gestionnaire de cette centrale. Aujourd'hui, en plus de son passé, il est membre du conseil d'administration. Bonjour, honorable Dédé. Vous êtes à Washington. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Qu'est-ce qui s'est-il passé le 23 octobre à Mobaïmbongo dans la province du Nord-Ubangi? Merci beaucoup. Avant toute chose, je salue tout le monde, tous les frères et sœurs du Nord-Ubangi, fils et filles du Nord-Ubangi qui me suivent à ce moment ici. Je remercie l'ADENU, qui est notre association qui prend toujours de bonnes initiatives pour informer, former et aussi sensibiliser la population sur plusieurs sujets. Alors, aujourd'hui, le sujet que nous allons débattre, c'est sur la centrale de Mobaïmbongo, où il y a 48 heures passées, nous avons eu l'écho de la rupture, c'est-à-dire de l'interruption de la fourniture de l'énergie électrique sur la ville de Guadeloupe et ses environs, due essentiellement à l'inondation de la centrale de Mobaïmbongo. Alors, pour ne pas peut-être d'autres questions, on va aller un peu à la genèse de cette centrale, mais je vais tout droit d'abord à la question de savoir qu'est-ce qui s'était passé. En Pour ces fait, jours-là, pour ces jours-là, le oui, 23. pour ces jours-là, voilà. En fait, c'était une manœuvre ordinaire d'exploitation. Les exploitants avaient remarqué qu'il y avait une pollution d'huile, c'est-à-dire l'eau s'infiltrait dans le bac d'huile et qu'il fallait faire des manœuvres pour bâtarder la centrale, c'est-à-dire fermer la vanne amont. Il y a un bâtardeau où on ferme pour que l'eau n'entre plus. On ferme en avant et on ferme en aval et on vidange. Comme il y a l'eau dans les conduites qui viennent vers les turbines, on vidange la conduite pour permettre aux exploitants d'y entrer, c'est-à-dire de travailler en toute sécurité. Et ça, c'est une manœuvre tout à fait ordinaire qui se passe dans toutes les centrales du monde, à Inga, Mwadingusha, partout. Ce sont des manœuvres qui n'inquiètent personne. Alors, lors de cette manœuvre-là, il s'est fait qu'il y a eu un peu quelques ratés, des exploitants qui ont exécuté la manœuvre. Ils ont connu d'abord quelques petites difficultés dans le bâtardage de la machine, parce que la machine numéro 2 qui est à l'exploitation, son bâtardeau n'était pas étanche. Et la non-étanchéité d'un bâtardeau fait entrer de l'eau. Et vous savez que quand l'eau entre à grande vitesse, ça met en danger les exploitants qui sont qui sont au niveau des turbines. Alors, il fallait qu'il fasse le manœuvre pour récupérer le bâtardeau de la machine numéro 1 qui est à l'arrêt pour ramener à la machine numéro 2, bâtarder et accomplir toutes les manœuvres pour permettre aux exploitants ou aux mécaniciens d'intervenir. Et lors de cette manœuvre-là, les bâtardages, la première étape, ils ont accompli. Mais maintenant, il fallait qu'il arrive à fermer une vanne, la vanne de vidange, c'est-à-dire la vanne qui permet à ce que l'eau qui est contenue au niveau de la conduite soit renvoyée au niveau de restitution pour essayer de vider la conduite et permettre aux exploitants d'intervenir. Lors de cette manœuvre, selon ce que l'exploitant a dit,
Au moment où il commençait à fermer la vanne, il y a eu un incident où un des opérateurs, c'est-à-dire qui est journalier, est tombé dans l'eau. Et quand le monsieur est tombé dans l'eau, il a laissé de faire la manœuvre pour aller sauver la personne qui est tombée dans l'eau. Et pendant ces laps de temps, il y a eu une forte entrée d'eau qui a essayé au moins de dévaner encore la conduite et a fait ramener toutes les eaux qui étaient dans les conduites vers la centrale. Et là, avec la force d'eau, il était pratiquement difficile pour lui de vaincre cette force-là pour refermer la vanne d'eau, les débits de l'inondation. Alors, en principe, si les choses se passaient correctement, quand on avait construit cette centrale, mise en service depuis 1989, c'était la centrale la plus performante et la plus digitalisée à l'époque de toute la RDC. C'était une centrale où on pouvait même gérer ça avec 2 ou 3 personnes. On n'avait pas besoin de beaucoup de travail parce que tout était automatisé. Mais avec plus de 30 ans, plus de 35 ans de non-réhabilitation, il y a certains systèmes qui ne marchent pas. Les pompes qui sont dans le puisard, qui devraient vidanger, c'est-à-dire quand l'eau entre, les pompes là devraient démarrer automatiquement pour renvoyer la quantité d'eau vers la restitution. Il s'est fait que le système de démarrage automatique ne marche plus. Il faut que l'homme intervienne pour aller démarrer manuellement. Au vu de la vitesse d'entrée d'eau, rapidement, il y avait eu déjà une grande entrée d'eau avec la partie des contrôles commandes qui était submergée. L'opérateur s'est senti dans l'incapacité d'entrer pour aller démarrer manuellement toutes les 4 pompes. Les retards pris dans le démarrage des 4 pompes-là, les débits, même s'ils ont pu quand même démarrer la pompe un peu en retard, les débits étaient tellement forts que la pompe n'a pas pu évacuer la quantité d'eau qui entrait, d'où l'inondation. Alors, je peux dire brièvement, ça c'est la technique, je ne peux pas entrer trop en détail. Je peux dire brièvement que l'inondation, ce qui s'est passé il y a 2 jours passés, est différent de l'inondation qu'on a connue l'année passée. L'année passée, c'était une inondation due à des fissures du joint de la porte au niveau des barrages. À cause de la fatigue et aussi de vétusté, il y avait eu un joint qui avait cédé et les barrages avec le niveau de crue de la rivière avait fait céder ces joints-là et l'eau, on ne savait pas intervenir en ces moments-là et toutes les eaux de crue s'étaient déversées au niveau de la centrale. On a passé plusieurs jours pour essayer de venir à bout de cette inondation. Il fallait attendre que le niveau d'eau baisse. Mais quand le niveau d'eau a baissé, la SNEL a délégué des experts et une maison experte qui était partie réparer la fuite, c'est-à-dire réparer la fissure du joint de porte qui avait cédé. À ce niveau-là, la SNEL a construit même un barrage qui renforce encore cette porte-là, pour lequel on ne peut plus craindre aujourd'hui que l'eau de crue ou quoi peut entrer ou bien inonder encore la centrale. Mais ce qui s'était passé, c'est un incident d'exploitation et qui a tourné un peu au drame que nous avons vécu et qui continue toujours à demeurer jusqu'à ces jours. Bien, honorable Dédé, à vous attendre parler, c'est pratiquement tous les équipements qui Oui, sont à l'arrêt. ouais, parce que vous voyez, les conduites, toute la quantité d'eau qui était dans les conduites et aussi la non-étanchéité des bâtards d'eau qui fait entrer quand même une quantité d'eau au niveau de la conduite a alimenté la salle. Et aujourd'hui, depuis hier, ils ont essayé de placer, parce que toutes les pompes de la centrale, comme il n'y avait plus d'électricité et que toutes les panneaux de commande sont tous inondés, il n'y avait plus moyen de démarrer des pompes qui se trouvent dans les centrales. Alors, ils ont adapté une pompe extérieure depuis hier qu'ils ont démarré. C'est une pompe de 200 mètres cubes par seconde qui commence à travailler. Jusqu'à ce matin, quand j'ai appelé pour vérifier, ils n'ont baissé que de 60 centimètres le niveau d'eau, mais la quantité est encore très suffisante. Alors, Kinshasa a dépêché une équipe qui arrive demain avec d'autres pompes, des renforts pour essayer de placer encore une autre pompe de 200 mètres cubes. Ça fera 400 mètres cubes à partir de demain, ce qui va
accélérer un peu le vidange. Et dès qu'on atteint un certain niveau et qu'on arrivera à redémarrer toutes les pompes qui sont sous eau, puis ce sont des pompes immergées, ils peuvent démarrer même sous eau, on arrivera à accélérer le vidange qui peut aller peut-être jusqu'à lundi ou mardi. On peut arriver à vidanger toute la centrale, c'est-à-dire à évacuer toutes les eaux qui sont entrées dans tous les compartiments de la centrale. Bien, honorable Dédé, des nouvelles que nous avons eues, la salle des Oui. commandes et des images que nous, les premières images que nous avons, la salle de commande est sous les eaux de la rivière. Qu'est-ce qu'il faut craindre pour cette salle de commande? Si on n'arrivait Non, pas à bon, faire baisser ou à évacuer, à vider, quoi. certes, la salle de commande, c'est tout plus en haut. Mais les équipements essentiels qui sont en bas sont tous inondés. Nous avons d'abord l'alternateur qui est sous eau. Nous avons les panneaux, tout le panneau de contrôle commande qui sont sous eau. Il y a même le régulateur, tous les organes importants de la machine sont sous eau. Mais pour le moment, ce sont des choses qui arrivent. On va vidanger et on va passer maintenant à l'étape de séchage. Il y a de tout un les méthodes que nous utilisons toujours dans des centrales pour sécher. Ça pourra prendre peut-être quelques jours encore de séchage et on va récupérer la machine sans problème. Ça dit, il faut maintenant prendre le temps pour sécher et certaines cartes qui seront abîmées, heureusement qu'ils ont d'autres cartes et il y a même un automate qui venait d'arriver à Guado en réserve, même si l'automate de cette machine-là posera problème, on pourra remplacer ça avec l'automate de réserve et reprendre la machine. Mais c'est qu'on craint que ça prendra un peu plus de temps. Ça peut prendre peut-être 5 jours, 6 jours, une semaine, ça dépendra de quoi, des degrés de séchage, de la méthode qu'ils vont utiliser avec des équipes qui sont. On déploie aussi les équipes d'Inga pour essayer d'accélérer les séchages. À partir de demain, toute l'équipe sera là. On pourra avoir la situation à la normale peut-être une semaine après. Une dernière question peut-être avant de passer la parole aux autres frères qui sont là, qui ont soif d'avoir plus d'informations. Donc, on peut dire aujourd'hui qu'il n'y a pas crainte que cet arrêt-là soit définitif. Non, Pourquoi? non, Parce non, non, que non. je vais quand même terminer ma question. Oui. On aimerait bien avoir cette assurance, puis c'est le barrage ou la centrale hydroélectrique de Mobembongo reste le dernier patrimoine que nous avons et le dernier atout, puisque nous ne pouvons pas, nous ne comptons plus sur l'aéroport international de Moanda qui n'est pas exploité, mais la centrale hydroélectrique de Mobembongo, nous comptons beaucoup sur cette centrale comme atout pour le développement du Nord Ubangi. Est-ce que vous pouvez nous rassurer que ça ne sera pas un arrêt définitif? Non, en tout cas, je rassure à tout le monde que ça ne peut pas être un arrêt définitif. Ce sont de l'inondation des centrales, c'est pas la première fois, ça arrive même l'année passée. On a connu ça, sauf que le degré de l'inondation d'aujourd'hui est plus prononcé que celui de l'année passée. Mais on arrive toujours à sécher et à récupérer les organes électromécaniques sans problème. On ne peut pas craindre un arrêt définitif dans la mesure où les barrages n'ont pas connu de problème. S'il y avait le problème de fissures dans les barrages où on peut craindre l'entrée d'eau, c'est une manœuvre qui a mal tourné et pour lequel on va le maîtriser, vidanger et reprendre l'exploitation. Merci, honorable Dédé. On va passer la parole à la salle, mais avant de continuer, j'aimerais rappeler ici que nous sommes dans une édition spéciale du Café du Nord Ubongi, une production de ADENO, Association pour le développement du Nord Ubongi, qui essaye de sensibiliser, de mobiliser la population, c'est-à-dire les filles et les fils du Nord Ubongi, pour la cause commune, c'est-à-dire le développement de leur province. ADENO a toujours dit et a toujours prôné que le Nord Ubongi n'est pas pauvre. Le Nord Ubongi renferme des mines. Et au niveau du capital humain, nous avons encore la preuve aujourd'hui de compter parmi les fils et filles du Nord Ubongi un ingénieur, un haut cadre de la Société nationale d'électricité, un membre du conseil d'administration et qui, de surcroît, est un homme politique. C'est
une fierté pour nous de disposer de ce genre d'expertise et d'avoir les informations à la source. La parole est à l'assistance. Qui veut intervenir pour la première question? On garde le même protocole. Avant de demander parole, préparez votre question et dites-vous que, comme on est quand même un peu nombreux, essayez de formuler votre question en 2 minutes, pas plus. Oui, président de ADENU, professeur Gonzato, Daniel, vous avez la parole. Oui, merci SG, merci honorable Justin Dédé, en tout cas pour la clarté et surtout la brièveté de votre intervention qui nous éclaire, nous qui sommes un peu profanes quoi, dans ce domaine-là. J'ai deux questions. Bon, on ne dit pas petite, mais toute question est une question. J'ai deux questions. La première, c'est, j'ai dit, enfin, moi, j'ai pensé tout de suite que il s'agissait d'un problème d'inondation dû à un défaut de maçonnerie. Et j'ai échangé avec des amis pour dire que, à ma connaissance, il y a jamais eu de, de- d'acte de maintenance, déjà maintenance sérieuse au niveau de l'ouvrage partie maçonnerie. Et ça m'inquiète beaucoup parce que des années durant, euh, une, un ouvrage qui est dans l'eau ne peut que souffrir de cette vétusté-là. Est-ce que cet aspect, enfin ce manque d'entretien de maçonnerie qui a causé la fissure dont vous avez parlé avant et qui avait causé, qui était à l'origine de l'inondation de salles de machines l'année passée, est-ce que cela ne va pas s'aggravant avec le temps qui passe? Ça, c'est la première question. La deuxième question, euh, quand des matériels un peu avec électronique sont sous eau, comme cette fois-là, parce que les eaux montaient un peu quand même à plus ou moins 1 mètre, 1 mètre et demi, est-ce que les dégâts ne sont-ils pas plus importants que ceux que vous nous présentez là? Nous sommes vraiment inquiets. Bon, vous nous avez rassurés, mais qu'est-ce que le politique, qu'est-ce que l'exécutif provincial fait comme lobbying auprès de la SNEL ou auprès de certains donateurs pour qu'on trouve une solution durable au problème récurrent de la centrale électrique de Mobile Bongo? Je vous remercie. Merci beaucoup, prof. En tout cas, merci pour les deux questions. La première question, c'est l'inquiétude sur la fissure qu'on a connue l'année passée. La fissure n'était pas dans la maçonnerie. La fissure n'était pas dans la maçonnerie. Il y a à la construction une porte métallique qui a été placée juste dans la maçonnerie. Cette porte-là, après, quand on a essayé de vérifier, ils avaient placé cette porte pour atténuer un peu certaines vibrations au niveau de la salle, c'est-à-dire une porte qui absorbe un peu l'acoustique, hein, qui absorbe. Et de ça, il y a des caoutchoucs de part d'autre dans la pose. Dans la pose. Et c'est juste cette caoutchouc, les caoutchoucs-là, qui relie la porte de la maçonnerie, qui avait cédé. Avec la pression d'eau, les caoutchoucs avaient cédé. Mais comme le niveau d'eau était tellement haut, on ne pouvait pas intervenir à ce niveau-là. C'est-à-dire, la crue qu'on a connue l'année passée sont des crues exceptionnelles. Et la crue exceptionnelle a amené à ce qu'on connaisse cette fissure. Je peux parler, les caoutchoucs, c'est pas comme le fissure de caoutchouc, on peut le dire ainsi, mais la SNEL, à travers le projet de la Banque mondiale, avait fait déjà l'expertise de notre centrale.
comme vous n'êtes pas sans ignorer que la Banque mondiale a financé, est en train de financer certains travaux au niveau de la centrale de Moba-Mbongo et au niveau de Guadolite, la ville de Guadolite. Et dans le scoop de la Banque mondiale, il y a d'abord la construction des digues de sécurisation. Vous voyez le village qui est en aval, hein, en aval Ndawele. de la centrale. Oui, Ndawele. Oui, et qui inonde régulièrement, où il y a même des érosions, l'érosion de baies. Il y avait une étude qui avait demandé qu'on construise des digues pour protéger ces villages-là de l'érosion due à la centrale, parce que ce sont les eaux turbinées qui amènent la pression pour créer cette érosion-là. Ça risque d'effacer ces villages-là. Et le scoop-là a été retenu. La Banque mondiale finance la construction de ces digues-là. S'il y avait un problème au niveau de la centrale qui demandait de gros investissements, la banque allait dans l'expertise de la centrale qui a été faite, ça allait être retenu pour une réhabilitation ou une réparation. Mais au niveau de la maçonnerie, les problèmes ne se posent pas. Il n'y a aucun problème dans la maçonnerie de la centrale de Moba-Mbongo. Les problèmes se posent au niveau des machines. Vous savez, la machine, après plus de 35 ans de fonctionnement, c'est normal que toutes ces machines sont devenues vétustes, qu'il faut réhabiliter. Mais du point de vue maçonnerie, il n'y a aucun souci à se faire là-dessus. Ce qu'on a connu là, c'était juste le caoutchouc qui avait cédé et on a construit des pare-planches un peu plus avec des maçonneries solides pour essayer de régler définitivement l'entrée des eaux, quel que soit le niveau de crue à la centrale. Il n'y a pas vraiment d'inquiétude à ce niveau-là, prof. Alors, pour les matériels électroniques, oui, bien sûr que au niveau de la centrale, il y a des matériels électroniques, mais les conceptions de certains matériels électroniques de la centrale, parce qu'on sait bien que les centrales sont des centrales hydroélectriques qui travaillent dans la proximité d'eau. C'est-à-dire, dès qu'il y a une inondation comme ça, ce qu'on craint plus, c'est garder tous ces matériels-là sous tension courant continu. Mais dès qu'on coupe la tension courant continu, c'est comme des cartes qui sont imbibées dans l'eau. En tout cas, on craint moins leur défectuosité. La plupart des cas où nous avons dans les centrales où les salles inondent par des causes diverses, on arrive quand même à récupérer la grande partie ou presque la totalité des équipements après le séchage. Les équipements électroniques qui sont là, comme je disais, c'est l'automate programmable, l'armoire de l'automate programmable qui a un peu d'inquiétude sur ça, parce que c'est cet automate-là qu'on a placé il y a 2 ans qui permet aujourd'hui de contrôler presque la régulation de la machine. Alors cet automate-là, si ça pose problème, certainement, ça va prendre le temps peut-être pour sécher ou pour tester, mais nous avons une armoire de réserve qui est là, qui est déjà prêt à être utilisé. On va l'utiliser sans souci. En tout cas, tout est mis en œuvre pour que dès qu'on termine le vidange, qu'on fasse les contrôles, les séchages et qu'on reprenne la machine. Il n'y a pas de dégâts encore identifiés jusqu'à ces jours. Parce que au niveau des centrales, ce sont des équipements électriques. Quand il y a un dégât, c'est au moment où les dégâts se produisent que vous allez constater des courts-circuits. On allait avoir des courts-circuits partout, mais dès qu'on coupe, qu'il n'y a pas de courts-circuits, tout ça, on va sécher et passer à certains tests de paramètres. Et si les paramètres sont bons, on va reprendre la centrale. L'année passée, il y a eu l'inondation. Vous avez vu qu'après, on a repris la centrale après le séchage. Ce sont des choses qui arrivent et je crois bien qu'on va reprendre la situation sans inquiétude. Bien. Je pense les deux questions, vous avez répondu aux deux questions. La parole à Alain Billet-Donatien. Alors, si vous permettez. Oui. Si vous permettez, le prof a posé la question sur le lobbying. Oui. Sur le lobbying. Le pouvoir provincial, oui. Voilà. Vous savez, la SNEL fonctionne un peu différemment d'autres institutions publiques politiques. La SNEL fonctionne toujours avec un programme, un plan, soit de réhabilitation,
qui est décidé au niveau de la société ou financé par des bailleurs de fonds ou avec des fonds, de réhabilitation sur fonds propres. Quand nous sommes arrivés, je me rappelle encore, en février 2023, les conseils d'administration avaient décidé pour 3 centrales, entre autres la centrale, parmi les 3 centrales, il y avait Chopo, il y a Mobayimbongo et une centrale dans les Kasaï. Les 3 centrales-là, on avait compris que les machines qui étaient à l'arrêt, si on continue à attendre le financement de la Banque mondiale ou la réhabilitation avec le financement de la Banque mondiale qui prend souvent, ce sont des financements et des procédés qui sont très longues, il y a risque que la ville de Mobayimbongo, la ville de Guadolite, la ville de Kisangani et Mbujimaï soient plongées totalement dans le noir avec une seule machine en fonctionnement. C'est comme ça la SNEL avait levé l'option. En dehors de la machine financée par la Banque mondiale, la SNEL a levé l'option de financer sur fonds propres une deuxième machine de la centrale de Mobayimbongo pour que la réhabilitation, c'est une fiabilisation qu'on va faire, c'est pas une réhabilitation complète parce que il y a la machine numéro 3, les équipements qui étaient sur la machine numéro 3 ont servi par le système de cannibalisation à remettre en service la machine numéro 2 qui est aujourd'hui en service. Et la SNEL avait fait l'expertise pour qu'avec 450 000 euros, on pouvait remettre la machine numéro 3. Et à ce niveau, je dois vous informer que les 450 000 euros ont été débloqués. Une partie des équipements sont arrivés même déjà à Guadolite. Hier, on a fait le point avec le DG et avec les autres où il a contacté Voigt qui devait fournir certains équipements parce qu'une partie des équipements devait provenir de l'Allemagne, qu'il a fait le point avec Voigt hier pour accélérer la livraison de la partie qui est encore en Allemagne pour que la SNEL, avec ce fonds propre, remette en service la machine numéro 3 en attendant la procédure de la Banque mondiale sur la machine numéro 1. Voilà un peu une précision que je voulais apporter pour le prof. Bien. La parole, on la passe à Alain Bié-Donatien qui intervient à partir des États-Unis. Vous avez la parole, Monsieur Donatien. Ok, merci beaucoup, Monsieur le secrétaire général. Merci beaucoup, l'honorable Dédé. Je suis très satisfait de cette intervention parce que déjà avant, quand on a annoncé les sujets, je me demandais qu'est-ce qu'on va apprendre parce que nous savions, enfin, on croyait savoir la cause de l'inondation et puis on pouvait imaginer quelles sont les causes ou bien les différents problèmes qui pouvaient se poser pour qu'on ait ces cas-là. Mais grâce à votre intervention et surtout à vos qualités que vous avez, d'abord en tant qu'honorable, c'est-à-dire que fils du coin, vous devez savoir les besoins de votre population et puis en votre qualité, à votre expertise d'ingénieur, donc dans les domaines, et aussi à votre appartenance au conseil d'administration de la société. Donc, vous êtes la personne la mieux placée pour nous rassurer ici. Donc, je me dis finalement, Adenou a fait le bon choix et surtout un bon, timing pour vous faire intervenir. En tout cas, votre intervention nous a rassurés. Moi, personnellement, ça m'a rassuré. Je crois que ça rassure aussi tout le monde. Parce que comme le professeur ou comme tout le monde pensait, on se disait, moi personnellement, je pensais que les dégâts devaient prendre des mois, sinon ça pouvait même être une situation désespérée. Mais heureusement que vous nous avez rassuré que c'est une situation qui sera réparée, peut-être même dans peu de temps qu'on puisse les redouter. Parce que moi, je me disais, ça peut aller dans des mois ou bien même dans des années, mais quand vous parlez de semaines, donc c'est déjà un bon signe. Alors, par rapport à ce qu'on savait, ce qu'on soupçonnait, on pensait que c'était une cause naturelle, c'est-à-dire que la montée des eaux qui a provoqué cette inondation. Mais comme vous l'avez expliqué, c'est plutôt une manœuvre humaine ou du moins une erreur humaine qui a été la cause de l'inondation. Alors ici, moi, mon problème est le suivant. Bon, peut-être c'est une façon de dire. Je me dis, nous savons tous, l'erreur humaine est inévitable dans beaucoup de cas ou dans des situations pareilles. Alors, le problème qui se pose, quand il y a une situation pareille, c'est-à-dire que quand une situation arrive, c'est pour prévenir que ça ne puisse pas se répéter. Mm-hmm. Donc, nous, on ne sait pas la qualité
arrêté des personnes qui manipulaient, enfin, qui faisaient ces travaux-là. Normalement, des domaines aussi sensibles comme celui-là, des entreprises aussi sensibles comme celui-là, a besoin des experts, des personnes qui ont la connaissance pour éviter. Parce que, vous savez, même quand vous parlez des 5 jours pour réhabiliter, 7 jours pour réhabiliter, dans un pays sérieux, c'est un manque à gagner terrible pour la population. Donc, ça fait qu'on ne peut pas prendre ces choses à la légère. Donc, c'est une situation, quand bien même que c'est parce que nous, on est habitué à la fatalité. Quand quelque chose arrive comme ça, on est désespéré et puis ça passe. Mais quand on est responsable, on est conscient, on ne peut pas penser qu'on puisse laisser la population pendant une semaine. Bon, évidemment, ailleurs, 1 mois, 2 mois ou même plus, donc ça passe. Donna, il faut citer. Oui, oui, mais laisse quand même que je m'explique. Oui. Parce que toi, quand tu prends la parole, en fait, tu t'exprimes quand même, non? Alors, je ne refuse pas, mais il faut penser aussi aux autres. Je te rappelle tout simplement qu'il faut citer. Je ne te dis pas arrête. Oui, oui, c'est ça. C'est pour ça que je voulais citer maintenant. Oui. Donc, je voudrais savoir, monsieur l'honorable, enfin, honorable membre du conseil d'administration, quelles sont les précautions que vous prenez dans ce genre de situation pour d'abord, pour engager les agents pour travailler dans ces domaines et aussi, quelles sont les dispositions que vous prenez parce que, vous, comme vous l'avez dit, les machines ont enfin, ça peut presser 35 ans que ça fonctionne. Donc, il y a besoin de renouvellement. Est-ce qu'il y a un programme, un plan pour renouveler les machines? Et si tel est le cas, vous pouvez peut-être nous rassurer que ce sont des choses qui sont en cours et aussi surtout sur le plan d'engagement des personnels. Essayez de nous rassurer que vous tenez vraiment compte d'expertise pour qu'on n'ait pas pareille situation. Merci. Je crois que j'ai été suffisamment long, mais c'était utile. Merci. Adra, merci beaucoup. C'est vrai que la SNEL connaît de multiples problèmes. Il n'y a pas seulement Mobai Mbongo, il y a Chopo qui a des problèmes. Au Katanga, il y a la centrale de Bendera. Ça et là, la SNEL a des problèmes, mais il y a tout un plan qui est mis en place pour la réhabilitation de plusieurs machines. C'est-à-dire au niveau de Mobai Mbongo, vous savez, pour réhabiliter une machine à Mobai Mbongo, ça nécessite et ça mobilise beaucoup de moyens logistiques. Il faut démonter la machine, il faut que le pont roulant, tout marche bien. Alors, la Banque mondiale, souvent, dans sa procédure, il faut que tous ces équipements et les conditions de ces travaux-là soient réunis avant de lancer les travaux proprement dits. Et souvent, pour réunir toutes ces conditions, ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est comme ça, nous pensons toujours la réhabilitation avec le financement de Banque mondiale. Ça peut prendre comme ça 3-4 ans, tout ça dans la procédure. Et pour ne pas continuer à attendre toujours, la SNEL, avec le fonds propre, utilise les moyens de bord pour arriver quand même à réhabiliter certaines machines en attendant que celle dont la banque va financer, qui sera les financements de la banque, on va fiabiliser, rendre ça encore plus performant que ce que nous avons aujourd'hui. Mais au niveau de la SNEL, nous faisons l'effort de manière que au moins 2 machines soient en service. Vous savez, aujourd'hui, Guadeloupe, la pointe n'est qu'autour de 3 mégawatts. Le grand problème, c'est aussi ça. Quand on construit une centrale, et Mobutu avait très bien, le maréchal avait très bien pensé, le besoin de la centrale, le besoin de l'augmentation de l'énergie croît avec l'industrialisation ou avec la consommation. La centrale de Mobai Mbongo a été prévue pour 27 mégawatts. Mais si vous mettez le 27 mégawatts d'un coup, les gens ne vont pas, il n'y a pas des industries sur place qui vont consommer le 27 mégawatts et ça sera de l'argent jeté. C'est comme ça, on est passé d'abord par la première phase de 3 machines sur 8 qui sont prévues et les 3 machines font 10 mégawatts. À peu près 10 ou 10,3 mégawatts. Mais aujourd'hui, la ville de Guadeloupe, sa consommation n'est que de 3 mégawatts. Et les 3 mégawatts, une seule machine suffit pour couvrir le besoin de la ville de Guadeloupe. Donc, quand nous avons la deuxième machine, c'est seulement une question de sécurité. On va mettre la deuxième machine pour sécuriser l'alimentation de la ville, mais du point de vue rentabilité, il y a un petit souci. Un petit souci, vous avez 6-7 mégawatts disponibles que vous n'allez consommer que 30 à 40%. De ce côté-là, il faut
que nous nous mobilisons, nous, le fils et les filles de Nord-Ubangi, à investir dans la province et à créer les besoins le besoin en augmentation, c'est-à-dire le besoin énergétique qui permet à ce que quand on réhabilite des machines comme ça, que les industriels ou que les consommateurs prennent cette énergie-là et que l'investissement-là soit rentable. Alors, du côté du personnel, en tout cas, ni TT, peut-être quelques retards qu'on a pris, parce qu'avec le ministre Boussa, qui avait suspendu un peu l'engagement pendant un mois et il venait de lever ça, il y a eu une option de 15 ingénieurs qui doivent être envoyés à Mobaïmbongo. Donc, les 15 ingénieurs, une bonne partie, sont recrutés sur place parmi certains journaliers qui sont là. Et le 15 ingénieurs ou 15 exploitants qui seront pris, c'est pour renforcer le personnel au niveau de la centrale. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas engagé chez nous et le personnel est devenu déjà, il y a une bonne partie qui sont partis en retraite, d'autres qui sont là. La moyenne d'âge est de plus de 55 ans. Il faut renforcer l'équipe avec de nouvelles énergies. Je crois, avec cet événement ici, très rapidement, dès que nous allons rentrer, nous avons prévu même une réunion, parce que moi, je dirige le comité d'audit, je suis le président du comité d'audit. On a projeté déjà une réunion sur Mobaïmbongo le 5 novembre, dès que nous rentrons à Kinshasa. Le 5 novembre, on va faire le point, et à l'issue de cette réunion-là, très rapidement, l'engagement de Mobaï sera bouclé parce que tout le dossier a été déjà le dossier est prêt. Je crois qu'on va engager au moins 15 ingénieurs pour renforcer l'équipe de Mobaïmbongo. Quant au reste, je ne sais pas. Chez nous, d'ailleurs, nous avons la chance que peut-être si on fait l'effort une semaine, 2 semaines, on peut reprendre la situation. Mais vous connaissez notre pays, il y a des cas où, des fois, une ville comme Kisangani va passer comme ça 7-8 mois, 7-8 mois dans une situation très critique parce que le moyen de réhabilitation ou la logistique, nous n'en avons pas assez et pour réhabiliter une machine, ça prend énormément de temps. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à votre question et inquiétude, cher grand frère. Merci, honorable, pour les réponses précises que vous donnez. La parole est à notre frère Wambuna Koto, qui intervient à partir de la Belgique. Vous avez la parole. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, honorable Dédé. En tout cas, vous avez mis un peu de contexte par rapport aux images qu'on a reçues par les réseaux sociaux. En tout cas, merci beaucoup pour clarifier avec les détails techniques ce qui s'est passé. En tout cas, les professeurs et Donna ont déjà mentionné les points que je voulais vous demander par rapport au plan de réhabilitation pour le barrage de Mobaï. Je suis heureux d'entendre que la SNEL prévoit déjà cela. Et donc, ce serait bien si de temps en temps vous passez chez nous, vous passez chez Adenou pour nous mettre informés de l'avancée de ce plan de réhabilitation. Par rapport au barrage même, est-ce qu'il est prévu dans le futur, surtout dans ce plan de réhabilitation, de revoir un peu le site de ce barrage, surtout la machinerie, ainsi de suite. Est-ce que, vu les conditions climatiques qui vont s'empirer de plus en plus, peut éviter ces problèmes d'inondation dues aux crues, est-ce que vous allez regarder comment mieux organiser le plan de site du barrage de Mobaïmbongo? Oui, dans le plan de réhabilitation, comme je disais là, il y a la partie maçonnerie et auscultation. Moi, je crois que avec les dernières expertises qui a été faite par la maison, je crois, Stuki, qui était allé faire l'expertise de la centrale, il n'y a pas trop d'inquiétude au niveau de la maçonnerie de la centrale. Il n'y a pas trop d'inquiétude. L'inquiétude qui était là, c'était, comme je disais, la porte là, qui avait cédé, dont la SNEL avait mis des moyens pour régler les problèmes. Mais quant à la réhabilitation, en tout cas, la centrale sera ramenée à un niveau d'exploitation
optimale, c'est-à-dire qu'avec tous les équipements de contrôle, commande, surveillance, de vérification, parce qu'une centrale, en principe, tout ce qui est arrivé, parce que tout est devenu manuel. On a perdu déjà beaucoup d'équipements, on a perdu beaucoup d'automatisme à cause de la vétusté, et aujourd'hui, c'est l'homme qui intervient plus. Or, là où l'homme intervient plus, il y a beaucoup d'erreurs humaines qui peuvent se glisser à cause de la fatigue, à cause de l'inattention, et c'est comme ça, les centrales, aujourd'hui, on essaye de automatiser plus le système pour éviter et réduire l'intervention de l'homme qui peut amener des erreurs humaines. Je crois que dans la réhabilitation, et surtout la réhabilitation de la machine numéro 1 par la Banque mondiale, cette machine-là sera au top de la technologie et je crois que ça va éviter beaucoup d'autres problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Le problème de Mobayimbongo est que c'est un barrage qui est différent de Inga, les autres, les barrages à fil d'eau. À Inga, les barrages sont des barrages où on tire une partie de la rivière et on va alimenter à travers des lacs, c'est-à-dire on ne prend pas, on ne construit pas directement la centrale directement sur la rivière. Vous comprenez un peu? Allô? Oui, on vous suit. Oui. Ah oui. Et comme la centrale est construite à fil de l'eau, c'est-à-dire directement en bas du barrage, les risques d'inondation, par erreur ou quoi, est un peu plus élevé. Mais si on fiabilise et qu'on met tous les équipements en ordre, ces risques-là est réduit. On ne va plus vivre de pareilles catastrophes la prochaine après la réhabilitation de tous les équipements. Merci. Un autre intervenant? Merci. Oui, Colin, vous avez la parole. Activez votre micro, s'il vous plaît. Colin, vous pouvez activer votre micro. En passant, nous saluons la présence de notre aîné, le professeur Yewawa, Franck Yewawa, parmi nous. Colin, vous devez activer votre micro. Colin, vous pouvez activer votre micro. Bon, en attendant que Colin puisse arriver à activer son micro, il y a Mbokani qui demande parole. Claude, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je voulais poser à mon frère ingénieur honorable deux questions. Est-ce que au niveau nous sommes maintenant pour notre barrage, on peut espérer un jour que ces barrages arriver à terme, donc c'est dire que atteindre son niveau final, ça c'est un. Et deux, est-ce qu'avec 3 mégawatts que produit pour le moment le barrage, est-ce qu'on peut espérer que l'électricité puisse être amenée, je ne sais pas moi, à Guémena ou peut-être à Yakoma? C'est ça mes deux questions. C'est ça mes deux questions. Merci. Oui, merci beaucoup. Merci à Claude pour les deux questions qui sont très pertinentes. En principe, on a investi, d'abord construire les barrages. On n'a pas construit ces barrages-là pour que nous produisions seulement les 3 ou 10 mégawatts. On a investi pour qu'au finish, que nous ayons le 27 mégawatts à terme et
ce ne sont que le 27 mégawatts à terme qui va permettre la rentabilité, c'est-à-dire de rentabiliser cette centrale-là. Mais tout dépend de la politique du pays. Aujourd'hui, on peut équiper les machines à Mobaye-Mbongo très facilement. Le coût pour équiper les 5 autres machines, le total est autour de 70 millions de dollars. Avec 70 millions de dollars, on va équiper toutes les 5 machines restantes et ramener la centrale à 27 mégawatts. Mais avec 27 mégawatts, on peut l'amener partout. Parce que le besoin de Gemena peut être par exemple de 3 mégawatts. Yakoma est peut-être à 4 mégawatts. Vous voyez la ville comme Bandundu ville. Son besoin n'est qu'à 5 mégawatts. Il atteint difficilement les 5 mégawatts là. C'est-à-dire 5 Guadeloupe ne prend que 3 mégawatts. C'est-à-dire avec 27 mégawatts, on peut alimenter plusieurs villes. Plusieurs villes comme Yakoma, Gemena, Karawa, Zongo, Mbumba, avec cette puissance-là. Bon, tout dépend maintenant de la politique énergétique du pays, parce que là, c'est l'État maintenant qui doit décider et mettre la main dans la poche. Soit le jour où nous aurons un investisseur qui va venir investir, par exemple. Allô? That's mine. How can we do that? Oui, vous pouvez parler. Je vais désactiver. Okay. Activez chez vous, okay. honorable Dédé. Vous pouvez activer chez vous. Oui. Activez chez vous. Oui. OK. Je disais que le jour où nous aurons un investisseur qui a besoin, par exemple, de 5 mégawatts dans la ville de Gemena et qui doit prendre 5 mégawatts sur Mobaye-Mbongo, on va financer. Il aura le financement et ce financement permettra d'augmenter la puissance au niveau de la centrale et tirer des lignes qui peuvent aller de Guadeloupe à Gemena ou de Guadeloupe à Bumba et tout est possible. Tout dépend du financement, du niveau de financement et aussi de la politique énergétique de notre pays. Il n'y a aucune contrainte à ce niveau-là. Mais actuellement, en tout cas, le besoin de Guado et ses environs, si on n'a pas d'autres projets qui vont s'ajouter, ça ne tourne qu'autour de 3 mégawatts. Si nous réhabilitons la deuxième machine, nous serons autour de 6 à 7 mégawatts. Guado ne consommera que 40%. C'est ce que je disais, qu'à notre niveau, il faut que nous prenions aussi conscience, c'est ça maintenant, là où l'exécutif provincial doit entrer en jeu pour aller chercher des investisseurs et les ramener dans la province pour qu'ils investissent. Et cet investissement-là permettra à ce que l'énergie qui sera disponible au niveau de la centrale soit consommée. Merci, merci. Nous tendons vers la fin. On peut prendre encore 2 interventions et en clôture. S'il n'y a pas de dernier intervenant, nous redonnons la parole à l'invité principal pour pouvoir clôturer l'émission. Oui, Antoine, merci beaucoup. Merci CG pour d'abord l'initiative. La question de Mobaye-Mbongo, c'est une question qui préoccupe tout le monde. Vous savez, qu'on vive à Guado ou pas, Mobaye reste comme l'élément central, un symbole pour nous, fils du Nord-Ubangi. Je comprends l'inquiétude de tout le monde, mais quand il y a des problèmes comme ça, il faut plus chercher la bonne information. Et la bonne, ça peut se spéculer, des fois des informations se spéculent, mais hier, quand nous avons commencé à donner l'information, les gens pensaient qu'il y avait... C'est un problème technique. La grande inquiétude qu'on pouvait avoir s'il y avait un souci au niveau du barrage. L'année passée, ce qui s'était passé, c'était plus inquiétant parce que plus le niveau d'eau augmentait et que c'est une fissure, on ne savait pas jusqu'où ça pouvait aller, jusqu'où ça pouvait s'étendre et on croisait les 2 doigts pour que les niveaux baissent, en fait qu'on intervienne. C'est ce qui fut fait, mais pour le moment, en tout cas, je dis que c'est un problème d'exploitation qui est arrivé. La SNEL va déployer tout le matériel et même les hommes pour arriver à reprendre très rapidement la situation.
À toute chose, malheur est bon. Moi, je dis, on ne préfère pas que cela arrive, mais comme c'est arrivé, souvent des catastrophes comme ça, quand ça arrive, on profite dans des réunions pour prendre des fois des décisions qui traînaient en faveur de cette entité-là. Je crois qu'à la réunion du 5 novembre, au niveau du comité d'audit, nous allons essayer de profiter de cette situation pour accélérer certains dossiers peut-être qui traînaient un peu et ça pourra peut-être trouver une issue favorable pour notre province. En tout cas, je remercie tout le monde, ADNU principalement. Je formule encore le vœu chez ADNU de chercher toujours à nous sensibiliser, à nous réunir sur plusieurs sujets, hein, même une fois par semaine, pour qu'on débatte sur notre province. Ça peut être des sujets d'ordre technique, ça peut être des sujets d'ordre du développement, l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de sujets pour lesquels cet espace peut nous permettre d'échanger. Des experts peuvent intervenir et ils peuvent éclairer la lanterne de nombreux d'entre nous. En tout cas, je remercie tout le monde et salutations à tout le monde. Merci, Président.